Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Départ imminent dans le Gers, à la limite ouest de l'Occitanie, pour découvrir les coulisses d'un élevage de canards. Dans la ville de Condom, j'ai retrouvé Roselyne sur la ferme familiale, transmise depuis 5 générations. Ici, ils sont éleveurs, gaveurs et conserveurs, 3 casquettes complémentaires pour proposer de la vente directe. À mon micro, Roselyne revient sur son parcours, elle qui ne voulait absolument pas reprendre la ferme. Elle explique le fonctionnement de son élevage de canards jusqu'au célèbre foie gras. Elle revient aussi sur les défis de cette filière, notamment sur le bien-être animal et la grippe aviaire. Une période éprouvante en tant qu'éleveuse, aussi bien économiquement que psychologiquement. À l'approche des fêtes et avec le froid de canard qu'il fait, ça tombe bien qu'on en parle. Bonjour Roselyne. Et bonjour. Merci de m'accueillir sur ta ferme située dans le Gers, sur la commune de Condom. C'est avec grand plaisir, oui c'est ça. Le département du Gers, qui est un grand producteur occitan de céréales, mais aussi le département emblématique de l'élevage de canards et d'oies pour le célèbre foie gras. Et aujourd'hui, c'est bien pour cela que je suis arrivée ici, car Roselyne, tu es éleveuse de canards. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous présenter ta ferme, s'il te plaît ? Alors ma ferme, c'est un héritage familial, puisqu'elle existe depuis plus de 40 ans. Ce sont mes parents qui ont développé la vente directe de canards, avec d'abord la mise en place de l'élevage, de l'engraissement par le biais du gavage, et ensuite ils se sont mis à les transformer et à les vendre également sous forme de conserve. Donc aujourd'hui, tu es installée avec ton mari Jérôme. Oui. Et vous avez 2 productions phares. Absolument. Le canard, qui est voilà, quand même principal sur la ferme, et on fait un petit peu de porc noir plein air. Tu es sur quelle surface ? Alors on a à peu près 5 hectares. D'accord, qui regroupe combien de canards ? Alors il y a grosso modo 1500 canards en simultané sur la ferme, et à l'année ça en fait 4000 élevés transformés. Tu disais à l'instant que c'est une ferme familiale donc qui vient de ton côté, depuis 5 générations, mais ça n'a pas toujours été les mêmes productions ici. Qu'est-ce qui s'est fait au début et pourquoi à chaque fois il y a eu tous ces changements ? Alors c'était initialement beaucoup de travail des terres, des sols, puis après il y avait un petit peu d'élevage bovin. Et le canard, c'était vraiment pour nourrir la famille au départ. Et puis, au fil des ans, les mentalités changent. C'est surtout quand ma mère s'est installée sur la ferme, elle aimait bien cuisiner quand même. Donc, elle s'est dit pourquoi pas développer le canard pour la vente. Donc, au départ, c'était des canards frais parce qu'elle n'avait pas tout ce qu'il fallait. Et on avait quand même gardé le côté bovin parce que mon grand-père y tenait, il était toujours là. Donc, mon père s'occupait des vaches, ma mère des canards. Et ils ont fait suivre un peu tout ça pendant quelques années, et jusqu'à un niveau où le canard quand même prédominait, donc ils ont plus ou moins abandonné l'élevage de vaches au profit des canards, et ils ont gardé les terres à côté. Oui, parce que tu m'expliquais que la filière bovine n'était pas aussi rentable à l'époque, et donc du coup ils ont fait le choix de se spécialiser sur le canard. Voilà. Donc en 1980, ils ont fait ce choix-là, tes parents. Alors depuis, ils sont à la retraite tous les deux, et c'est ton mari qui a repris. Oui, c'est Jérôme qui a repris en 2015-2016. Ça a pris quand même une bonne année et demie, puisqu'il a changé de métier pour se lancer dans le canard. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il était charpentier. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a voulu reprendre la ferme de ta famille ? Alors, je pense que c'est vraiment son amour pour la cuisine et les bons produits gersois. Et après, il se voyait peut-être pas forcément vieillir en tant que charpentier, enfin en tout cas pas salarié. Donc il s'est dit quitte à être à son compte, ça peut être une belle aventure de préserver une ferme familiale. Parce que dans ta famille, il n'y avait pas d'autres personnes qui souhaitaient reprendre ? Non, il y a eu mon frère quelques années, mais lui, tout ce qui était élevage l'intéressait moins. Il a préféré se spécialiser sur la vigne. Donc il est installé à côté voilà. Sur la partie culture et terre. Et toi, tu es arrivé en 2020 ? Voilà, donc je l'aidais auparavant, mais j'avais conservé mon métier par sécurité aussi. Financièrement, ça reste le monde agricole, donc on se méfie. Et puis en 2020, on s'est dit que c'était l'occasion de faire une deuxième installation et en refaisant des investissements pour avoir une salle complètement refaite à neuf pour accueillir les porcs noirs et le canard. Et tu venais de quelle filière ? J'étais préparatrice en pharmacie. D'accord, donc totalement différent que l'agriculture.
À chaque fois, Jérôme et toi, vous avez apporté quelque chose à l'édifice, un atelier ou une activité différente. Est-ce que tu peux nous les présenter chacun des deux? Oui, alors Jérôme, lui, il a rajouté le porc noir, parce que c'était un animal qui lui plaisait bien à travailler, donc il a appris la découpe et la charcuterie avec mon grand-oncle et mon grand-père, hein, donc c'est des recettes aussi familiales. Et de base, il est chasseur, donc ça lui parlait quand même. Et puis à mon arrivée, ça va être plutôt l'atelier de repas à la ferme qu'on a pu développer tous les deux, puisque quand même, en étant présent à 100% sur la ferme, c'était plus facile à mettre en place. Donc aujourd'hui, vous faites pendant la période estivale de l'accueil du public avec des repas et des soirées festives. Les repas fermiers, c'est tous les mercredis soirs, juillet-août. Après, on a une journée porte ouverte qui rassemble beaucoup plus de monde au mois d'août, tout à fait. Et le reste de l'année, c'est des repas de groupe à partir de 20 personnes sur demande pour les voyagistes. Et quand tu étais petite, en tant que fille d'éleveur et de paysan, est-ce que tu te voyais reprendre l'exploitation ? J'ai bizarrement toujours dit à ma mère que je ne reprendrais pas moi, mais que mon mari serait agriculteur ou éleveur. Pourtant, tu t'es mariée avec un charpentier. Voilà, on a fait un choix. Mais finalement, on y est arrivé. Hein. Je suis mariée avec un agriculteur éleveur. Sauf qu'il m'a embarqué dans l'histoire. C'est ça, tu t'es fait embarquer dans l'histoire. Finalement, aujourd'hui, est-ce que tu es comblée d'avoir fait ce choix ? Pour l'instant, ça me satisfait totalement. C'est un métier dans lequel on s'épanouit tous les deux, parce qu'on a aussi plusieurs cartes à jouer, on va dire, parce qu'on est quand même sur tous les fronts. C'est ce qui nous plaît, je pense, d'avoir plusieurs ateliers en un seul métier. Roselyne, je voulais enchaîner avec toi sur une autre partie qui est plutôt le fonctionnement de l'élevage, avec un focus sur la partie canard qui est majoritaire chez vous. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule l'élevage de canards chez vous ? On va essayer dans les grandes lignes. Oui, dans les grandes lignes, bien sûr. Le caneton arrive à un jour, donc là, on va le mettre en canetonnière chauffée, et ce pendant 4 semaines. Après, au bout des 4 semaines, on va lui attribuer un parc où il va pouvoir grandir tranquillement, en plein air, et on va en prendre soin le mieux possible, sans trop le stresser, jusqu'à son entrée en gavage, qui durera alors 12 jours. D'accord. Donc tu parles de canetons, donc Oui. Ce sont des mâles qui arrivent à un jour ? Tout à fait. Nous n'avons que des canards mulards mâles. C'est à privilégier quand même pour faire du foie gras. Le foie gras est de bien meilleure qualité et la viande, elle est quand même... Il y a davantage de viande que dans une carcasse femelle. Donc tu nous disais qu'il y avait à peu près 1500 canards à l'heure actuelle, 4000 sur l'année. Dans le Gers, les autres structures, elles ont à peu près la même taille ? Alors, je ne saurais pas vraiment me situer exactement. Je pense qu'on est quand même pas des plus petits. Mais évidemment, il y aura toujours plus gros que nous. Après, des élevages qui font comme nous, de l'élevage, du gavage et de la transformation, nous sommes de moins en moins nombreux. Donc après, en ayant les 3 ateliers sur site, ça commence à être pas mal. Ou après, il faut avoir quand même beaucoup plus de main-d'œuvre. Oui, c'est la charge de travail après. Tout à fait. Oui, parce que c'est ce que tu m'expliquais pendant la visite. Il y en a certains, comme vous ici, vous faites la partie élevage, donc gavage, transformation et vente directe. Mais il y en a certains, ils ne sont que gaveurs et conserveurs. Oui. Et donc dans ce cas, ils reçoivent déjà des canards qui sont adultes, prêts à être gavés seulement pendant une dizaine de jours. Voilà. Alors après, on ne va pas négliger la partie gavage, c'est quand même la partie clé aussi pour avoir le foie gras. Mais c'est vrai que ça leur nécessite déjà moins de place et moins de temps quand même. Oui, parce que finalement, ils n'ont que la partie engraissement. Voilà. Et niveau alimentation, qu'est-ce qu'ils mangent, tes canards ? Alors nous, on va les engraisser uniquement au maïs grain entier pendant le gavage. Hein. Donc après, c'est un choix. Nous, on gave soit au maïs grain blanc, soit au maïs grain jaune. Ça, c'est vraiment plus particulier à notre ferme. Je pense qu'on doit être les seuls à faire les deux. C'est quoi la différence ? C'est un vrai casse-tête au niveau des stocks, mais c'est sympa parce que le maïs blanc va donner cette graisse blanche autour du foie gras et un goût plus doux et plus fin. Le maïs jaune donnera un peu plus de goût sur le foie gras et c'est ce qui est le plus répandu au jour d'aujourd'hui parce que c'est une espèce qui est quand même plus sympa à travailler pour les agriculteurs. Elle donne un meilleur rendement. Et du coup, dans ta vente directe, ensuite, tu différencies si c'est du foie gras blanc ou du foie gras jaune ? Oui. D'accord. Alors là, tu spécifiais pour la partie gavage, mais pendant la partie élevage, l'alimentation, elle vient d'où ? Alors, tout est acheté à la coopérative locale. Après, c'est du grain plus local possible. L'aliment de démarrage, de l'aliment préparé en miettes, évidemment adapté. C'est un mélange. Mais après, voilà, c'est sur cette partie, tu es assez dépendante local. de la Dans coopérative. tous les cas, on est dépendant, nous ne produisons rien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail la partie gavage ? En quoi ça consiste exactement ? Donc, on comprend que c'est de l'engraissement, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, alors le gavage, c'est 2 fois par jour, c'est ce qui est le plus contraignant parce qu'il faut quand même des heures assez fixes, il faut 12 heures entre chaque repas. Donc c'est là où vraiment le canard va finaliser sa masse corporelle et donc va vraiment faire du foie gras. Il faut pas qu'il soit stressé, il faut qu'il soit le mieux traité possible, sinon il ne donnera pas de foie gras. Donc il faut que le gaveur vraiment il ait la tête à ça, qu'il prenne soin de son animal et qui donc le fait par le biais de la gaveuse qui est un entonnoir géant, hein, ni plus ni moins, avec une vis à entraînement électrique à l'intérieur qui va faire couler le grain de maïs. Mais après c'est un geste qui doit être précis et assez rapide hein, pour pas maintenir le canard des heures non plus. Et donc c'est pour ça que c'est assez difficile de trouver un bon gaveur aussi. Et ici, c'est qui s'en occupe? C'est Jérôme. C'est Jérôme, le gaveur. Voilà. Et donc là, ça dure 10 jours à peu près en moyenne. C'est 12 jours, oui, à 2 repas par jour. Et ils sont mis à part, du coup. Ils sont dans une salle fermée, vraiment dans des conditions d'engraissement avec diminution du mouvement. Oui, pour éviter qu'ils se dépensent. Tout à fait. Et ensuite? Au bout de 12 jours, eh bien, nous les abattons nous-mêmes à la ferme. Donc on a la salle d'abattage qui est collée à la salle de gavage, donc ça limite aussi les transports qui peuvent être stressants pour les animaux au dernier moment. Et donc là, on fait aussi ça sur place hein, avant de passer à la partie des vénages et des coupes. Il y a beaucoup d'élevages autour de toi qui ont aussi un laboratoire avec une partie abattage? Oui, il y en a quand même quelques-uns parce que nous, on est surtout en contact avec des conserveurs comme nous qui essaient de faire l'abattage à la ferme. Après, tous n'ont pas investi dans cette salle-là et puis surtout, il faut de la main-d'œuvre. Donc, mine de rien, l'abattage, c'est un système de mini-chaîne, donc il faut des bras et ça, on en trouve de moins en moins. Donc, souvent, ils sont amenés à déléguer, aller dans des salles, soit des CUMA en commun, soit des abattoirs. Voilà, des abattoirs autres. Mais encore faut-il en avoir pas trop loin de chez soi. Tu dis qu'il manque de bras, c'est lié à quoi? Le poste en lui-même n'est peut-être pas très intéressant. Hein. Sur l'abattage, c'est de la plumaison, c'est physique. Et c'est que tous les 15 jours, ou toutes les semaines au mieux quand on a 2 salles de gavage. Mais voilà, ça reste que quelques heures par-ci par-là. Donc après, nous, c'est vrai qu'on a essentiellement des retraités sur ces postes-là. Ah oui, d'accord. Que tu continues à embaucher temporairement. Oui, tout à fait. En fait. Donc on les a en salariés occasionnels et puis ça leur fait un complément de retraite puisqu'ils ont que quelques heures tous les 15 jours. Pourquoi avoir du coup fait ce choix d'avoir tout le labo, donc il y a la partie abattage, mais aussi la partie transformation? Alors, le choix, on ne l'a pas forcément fait étant donné que ma mère l'avait déjà mis en place, hein, mais ça permet surtout de bien valoriser les canards finalement parce que si on les vendait en frais, la marge serait quand même moindre sur le canard. Après, la seule différence par rapport à l'époque de ta mère, c'est qu'elle n'avait pas le laboratoire peut-être aux normes, alors que là, ici, comme tu m'expliquais tout à l'heure, il est aux normes européennes. Si, elle l'avait. Elle l'avait aussi si fait à l'époque aux normes européennes. Elle avait fini par s'en sortir parce qu'elle ne l'exploitait pas spécialement, mais c'est resté avec un contrôle norme française. Après, non, nous, c'est vrai qu'on l'a refait dans ce biais-là pour pouvoir, si jamais, vendre aussi à éventuellement des revendeurs ou des restaurateurs. Bon, voilà. Au cas où on a un surplus de production. Pour l'instant, c'est pas le cas, on se vend tout en direct. Mais voilà, on est aussi dans ce cadre-là pour ça. Et donc au final, qu'est-ce que vous faites comme produit? Beaucoup de choses. J'imagine. Nous avons des crans classiques comme les confits, les cassoulets de canard. Après, on a évidemment le foie gras, hein, je n'en parle pas, mais ça reste quand même la pièce maîtresse de nos produits. On fait beaucoup de pâtés et on a quelques spécialités comme le cou farci ou autre. Voilà. La garbure? La garbure, évidemment. Bon, là, on va y penser hein, par ces froides soirées d'hiver qui s'annoncent. C'est ça, une spécialité du Gers aussi, la garbure. Du Gers ou du Grand Sud-Ouest. Après, je ne vais pas me l'approprier, mais bon, nous, c'est la garbure gasconne, donc c'est vrai qu'elle est faite avec le confit de canard. Roselyne, comment vous commercialisez ici vos produits? Alors, tout à la ferme en direct, hein, puisqu'on est quand même ouvert du lundi au samedi quasiment toute l'année. Nous avons les marchés de Condom qui sont au nombre de 3 par semaine. Donc les mercredis, samedis et dimanche matin. Toute l'année? Toute l'année. Donc ça nous sert aussi de vitrine pour faire venir les gens à la ferme, mine de rien, pendant les vacances scolaires d'été notamment. En général, ils viennent goûter sur le marché, puis après ils viennent à la ferme pour finaliser plus d'achats en général. Voilà, puis après, en fin d'année, nous attaquons les expéditions de fin d'année, avec tous les clients qui sont passés à la ferme, nous ont donné leurs coordonnées pour les recontacter. Et après... Partout en France? Partout en France.
Et éventuellement en Europe aussi, j'expédie en Italie, en Belgique, en Allemagne. Voilà, après les frais de port sont quand même pas toujours donnés, donc ça freine un peu plus. Et puis le foie gras et tout ce qui est produit de canard reste quand même un produit quand même apprécié plus des Français que du public extérieur. Après, nous, on se déplace aussi un peu partout en France, sur des salons, des foires de Noël. Donc généralement, on commence début octobre et ce jusqu'au 20 décembre. Là, on est en plein dedans, quoi, finalement. Voilà. Comment vous organisez sur cette partie foire et salon? Parce que ces derniers temps, tu as beaucoup bougé. Et là, dans quelques jours, tu repars en week-end Oui. À Rennes. À Rennes, tout à fait. Donc là, on s'organise comme on peut, j'ai envie de dire. Les enfants sont casés chez papy-mamie. Au niveau de la ferme, Jérôme s'est trouvé un remplaçant pour le gavage, qui est quand même à ne pas rater encore à cette époque. Et après, nous avons notre salarié Laure qui nous seconde vraiment beaucoup sur la partie conserverie. D'accord. Et vente directe au magasin. Et vente directe, tout à fait. Alors, j'ai pu constater en regardant la boutique que vous avez participé au concours agricole à Paris, au Salon de l'Agriculture, et que vous avez notamment reçu des médailles, y compris cette année. Oui. Pourquoi concourir? Ça reste quand même un concours qui a une certaine valeur, autant pour nous remettre en question, voir les goûts de chacun, donc voilà. Et après, au niveau du public, ils sont quand même très attentifs à ces médailles. Je ne pensais pas que c'était aussi vendeur que ça, mais le concours agricole de Paris est quand même le concours par excellence dans nos produits. Vous avez commencé à présenter vos produits en quelle année pour la première fois? Je pense que ma mère, elle en avait présenté une fois ou deux comme ça, histoire de se remettre en question, avoir des avis. Mais nous, je pense que ça fait quand même 4 ans d'affilée, 4-5 ans qu'on les présente régulièrement. Et ça fait déjà 3 ans qu'on a des médailles chaque année. Bravo. Roselyne, je voulais continuer cette interview avec toi et aborder 3 sujets en particulier. Et un que tu dois avoir l'habitude d'entendre, surtout quand tu fais de la vente directe. Quand on parle de canard ou de foie gras de canard, on parle beaucoup aussi de bien-être animal vis-à-vis du gavage. Tu soulignes que vous êtes soucieux dans votre site internet, quand tu me présentais que vous essayez de faire un maximum attention. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, on essaye de faire attention à l'animal lui-même, de ne pas le maltraiter déjà, parce qu'un animal qui souffre déjà n'aura pas un engraissement optimal. Sur le foie gras, ça pardonnera pas. De toute façon, ce sera un foie qui ne deviendra jamais gras, qui sera rouge et qui sera dur. Enfin voilà, pas propre à la consommation du foie gras comme on le connaît dans sa qualité. Mais c'est aussi un respect parce que l'animal, oui, on l'élève pour le manger, mais c'est un échange quand même qui est respectueux entre l'éleveur et l'animal, avant tout. Parce que tu as beaucoup d'organismes comme L214, par exemple, qui critiquent ces méthodes. Si tu avais un message à leur transmettre, tu leur dirais quoi? Je sais pas si je saurais vraiment leur parler à ces gens-là. Ça reste quand même des extrémistes qui n'ont pas toujours tout compris à la vie et aux méthodes d'engraissement. Évidemment, il y a toujours des dérives. Il y a toujours ceux qui font mal les choses, qui ne respectent pas les animaux. Mais avant de juger, d'aller voir vraiment comment ça se passe réellement. Après, c'est sûr que la délation et par les images déformées au jour d'aujourd'hui, c'est tellement facile. Mais avant tout, il y a du travail. Et il y a quand même beaucoup d'éleveurs qui dépendent de ce travail, donc il ne faut pas non plus faire n'importe quoi avec eux. Plus, effectivement, faire la part des choses entre certains types d'élevage, tu veux dire? Tout à fait. Et j'avais une question aussi, une petite curiosité. Est-ce que tu as déjà goûté du faux foie gras? Non. Jamais? Jamais. Curieuse? Pas vraiment. Moi, tout ce qui est en faux semblant, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Je préfère la vraie gastronomie avec des vrais et bons produits. D'accord. Un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est notamment la grippe aviaire, forcément qui est un grand sujet dans la partie élevage. Est-ce que vous avez déjà été touché ici? Alors heureusement non, nous n'avons pas eu le virus sur site. On a été touché en dépeuplement préventif en 2021. Donc c'est un voisin qui a été touché. Il y avait un cas à 5 km et donc tous les élevages environnants dans le secteur 5 km étaient abattus systématiquement, malgré les tests qui sont faits et qui vous prouvent que vos animaux sont sains. Donc là, c'est des périodes très très difficiles, oui. On a dû voir partir tout notre élevage du jour au lendemain. Et là, par contre, l'éleveur, il n'est pas forcément préservé de ce côté-là. On n'est pas averti de tout, de toutes les mesures qui sont prises et c'est limite si on a le droit de rentrer chez soi ce jour-là quand ils viennent récupérer les animaux.
C'était assez particulier. En tout cas, ça a l'air de t'avoir marqué. Tout à fait. Comment ça s'est passé à la suite? Donc, ils sont venus pour abattre tous les canards. Oui, tout à fait. Donc, suivant l'âge, soit ils sont amenés dans des camions, soit les petits qui avaient que 10 jours, là, forcément, ils les ont tués sur place. Voilà, après, dans tous les cas, après, c'est grand vide sanitaire, puis on attend d'avoir les autorisations de remettre en place dans la zone où on est, et on attend longtemps, parce que là, pour le coup, ça nous a fait un vide de quasiment 6 mois. Donc, ouais, c'est très très long. Est-ce que tu as des compensations, des aides tout de même pour cette période? Alors, l'État met en place des aides qui ne sont jamais à la hauteur de ce que nous on produit, parce que oui, on a à cœur de tout faire sur place un jour au bocal, mais le revers de la médaille, c'est que pour évaluer la perte de production, c'est très difficile. Nous ne rentrons pas dans les bonnes cases des dossiers administratifs. Voilà. C'est les jouets de l'administration française. C'était un parcours du combattant pour en récupérer un petit peu, mais pas à la hauteur de ce qu'on aurait dû avoir si on avait pu travailler nos canards, qui en plus de ça étaient sains. Alors aujourd'hui, quelle solution? Aujourd'hui, ils ont mis en place donc, le vaccin depuis l'année dernière. Donc on est amené à 2 vaccinations sur chaque lot, 2 canards rentrés en permanence, des tests derrière pour vérifier qu'ils sont toujours en bonne santé. A priori, l'an dernier, il n'y a pas eu de grosse épidémie de grippe aviaire. J'espère que ça va durer dans le temps et que ce sera la solution pour éviter de nouvelles épidémies influenza aviaire et surtout de nouveaux abattages massifs. Effectivement, depuis quelques années, la solution, c'était de trouver un vaccin. Finalement, ça a été trouvé. Et la première campagne de vaccination, c'était l'année dernière, comme tu le disais. Là, cette année, c'est renouvelé. Oui. Donc ici, vous vaccinez. Oui. Quel est le coût en plus pour l'éleveur? Pour l'instant, ça reste très vague. Ça a été pris en charge l'année dernière. Cette année, on n'a pas trop de notifications officielles. Normalement, il y aurait 70% de prise en charge. Alors que l'année dernière, on était à 85, il me semble. C'est possible. À peu près. Mais voilà, affaire à suivre pour cette année. Nous verrons bien ce qui est pris en charge ou pas. Mais ça risque d'être un surcoût pour le consommateur à la fin. Ouais. J'ai rencontré un éleveur de volailles l'année dernière qui disait que le souci, c'était peut-être lié aussi à la spécialisation des régions qui font qu'il y a une proximité entre les élevages et que parfois ça peut, par engrenage, vite être problématique. Qu'en penses-tu de ce point de vue? C'est pas fou, parce que dans tous les cas, ça part déjà d'un élevage généralement intensif, je vais pas dire industriel, mais quand même où il y a beaucoup de masse, et des zonages humides avec beaucoup d'élevages collés les uns aux autres. Nous, c'est vrai qu'on est quand même privilégiés parce qu'on est dans le nord du département, on est très peu d'éleveurs sur notre zone, donc on n'est pas concerné par la proximité, mais là où ça partait très très vite sur le périmètre, comme dans les Landes par exemple. Voilà, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il faudrait selon toi? Je n'ai pas de solution miracle, sinon je crois que nous aurions arrêté cette grippe aviaire il y a bien longtemps. Après, ils ont quand même mis en place des mesures de restriction, de surpeuplement aussi. Il y a le plan Adour pour la période trop humide, pour limiter l'élevage pendant cette période-là. C'est quoi ce plan? Alors, dans les grandes lignes, ça va être de limiter le nombre de canards sur un certain zonage qui est plus à risque que d'autres. D'accord, ok. Pour limiter la propagation. Voire de faire un vide sanitaire plus long, en fait. Alors, on dit que la filière du canard est quand même un secteur en crise, avec aussi une baisse parfois de la consommation pour la partie foie gras, mais aussi une partie concurrence avec les gros industriels ou avec de la concurrence internationale, même européenne, avec la Hongrie par exemple. Comment vous vous situez par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs de cette filière en crise et comment tu le vis? Pour le coup, je suis pas sûre de sentir au maximum la crise. Après, c'est sûr que ils essayent toujours de faire rentrer cette viande extérieure. Bon, déjà, les gens sont quand même plus attentifs. Aujourd'hui, heureusement, même si les prix, des fois, en grande surface, les attirent, ils regardent quand même l'origine et ils sont de moins en moins tentés par l'achat de canards extérieurs, à la France en tout cas. Bon, déjà, ça nous préserve de ces venues d'Hongrie, pays de l'Est, etc. Après, il faut attention. C'est surtout la Hongrie, la Roumanie, il me semble, qui seront les gros concurrents européens qui font aussi du foie gras, avec d'autres conditions d'élevage. Oui, là c'est vrai que les reportages que l'on voit aident assez à dissuader les gens d'acheter ces canards-là. Il manque peut-être de transparence sur l'origine des produits qui sont commercialisés parce que c'est souvent transformé en France, mais au final, transformé, ça veut tout dire et rien dire. Si c'est juste mis dans le bocal en France, voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Donc là-dessus, c'est vrai que dans tous les cas, le secteur agricole n'est pas préservé au niveau des frontières suffisamment là-dessus. Comment tu vois la suite?
C'est une bonne question. J'aime la voir d'un côté positif. J'espère que les Français vont quand même être vigilants à ce qu'ils achètent. Peut-être en acheter moins, mais acheter quand même de meilleure qualité et avec une provenance 100% française. On essaye en tout cas de les sensibiliser à ça de plus en plus. Je vais terminer par une question que tout le monde a à chaque fois, chaque agriculteur ou chaque agricultrice là. Roselyne, on arrive à la fin de notre interview et comme à chaque fois, j'ai toujours la même question finale. Si tu avais un seul message à envoyer aux auditeurs qui nous écoutent, quel écho veux-tu leur envoyer ? N'oubliez pas de privilégier vraiment l'agriculture française et tous ses bons produits avant d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Le prix ne justifie pas toujours tout. Il faut quand même faire attention à ce qu'on a dans l'assiette. Et on a un beau patrimoine en France quand même, ce serait dommage de le perdre. Ce sera ton message ? Tout à fait. Merci Roselyne pour cet échange et surtout ta disponibilité, surtout en cette saison qui est plutôt chargée avec l'approche des fêtes. Donc je te dis vraiment merci et à bientôt. Merci à toi, à bientôt. J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute. N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Écho de ferme.